Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici maintenant Paris-Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet, le magazine Énergie Positive tous les vendredis soirs à partir de 23 heures. En ce jour, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Anthony. Charles Anthony, bonsoir. Bonsoir mon ami. Charles Anthony, éditeur, auteur des éditions notamment Charles Anthony l'originel. Charles, on va avoir l'occasion de parler de deux livres que tu as écrits, Vie ta vie, ainsi que Verticalité. Alors, j'ai trouvé dans une certaine mesure ces deux livres, je ne sais pas lequel est sorti avant l'autre, mais une sorte de continuité d'un journal, de pensée que tu as écrit comme ça au fil de ta vie, du regard que tu portes sur la vie, de manière générale. Donc comme des lettres que tu écriras à un ami et où tu confies sur papier donc tes pensées intimes de ce que tu vis dans le moment. C'est un peu ça, mais surtout Vie ta vie, oui. J'aimerais qu'on puisse justement faire ce soir un parcours qui est ta vie. Et en même temps de la manière dont tu as pu te connecter à cette verticalité au fil du temps, au fil de tes pérégrinations. Parce qu'au final, tu n'es pas tant... Je dirais même folle pérégrination. Rajoute le qualificatif folle si tu l'entends, et on va le voir effectivement ce soir. Une manière de te chercher. Tout commence en tout cas à Monte-Carlo. Tout à fait. Ouais. Tout simplement parce que mes parents travaillaient à Monaco, donc Monte-Carlo, etc. Et donc moi je suis allé, j'ai fait mes études au lycée de Monaco, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Mon père était fonctionnaire. Et ta mère? Ma mère, elle travaillait pas. Elle suivait. Elle suivait, tout à fait. Comment, jusqu'à quel âge tu t'es resté à Monte-Carlo? Alors à peu près jusqu'à l'âge de 19 ans. 19 ans. Mais au départ, j'ai vécu quand même en Corse pendant les 5 premières années. Oui, donc pas vraiment de souvenirs de ces 5 premières années? Des souvenirs, mais très vagues, oui. Hmm. Ouais, bon, je vivais dans un petit village avec ma mère, etc. Monte-Carlo, tu en gardes quoi comme souvenir d'une manière générale? Parce que de 5 à 19 ans, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal, mais le jour où je suis parti, où j'ai décidé de partir, de monter, comme on disait à l'époque, à Paris, je ne suis pas retourné pendant moins de 15 ans. Donc j'avais complètement effacé cette période d'une certaine manière. Ce qui n'est pas très bon, mais en gros, je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Il fallait que je m'échappe de ça, quoi. De ça quoi? Ben, Monte-Carlo, c'est particulier. Oui, je m'en doute. Oui, voilà. Et donc, tu vis dans un contexte qui est plus ou moins riche, enfin, etc. Et donc, moi, tous mes amis étaient des fils à papa, on va dire, au lycée. Et puis, moi, j'avais l'occasion, peut-être pas tous les jours, mais de voir, pas de très près, mais enfin de voir le yacht d'Onassis et voir Onassis dans sa bagnole avec des vitres fumées, enfin, etc. Donc, je le voyais tout le temps. Et donc, il y avait quelque chose qui me surprenait à l'époque. Je me disais, mais comment se fait-il que des gens aussi riches sont là? Bon, ça, il n'y a pas de problème. Puisque maintenant, il y a tous les oligarques à Monaco, tout le monde sait ça. Tous les yachts sont plus ou moins russes maintenant. Bien, ça, c'est changé voilà. Et donc, mais je me disais, mais comment se fait-il que d'autres gens ne sont pas riches à Monaco? Et comment ils peuvent accepter ça? Voilà, c'était une grande question quand j'étais gamin, quoi. Qu'est-ce Et qui moi, je ne t'a... faisais pas partie des riches, Bah oui. évidemment. Alors quel regard justement tu portais sur ta condition ou peut-être du regard que tu portais sur ta famille, du fait de ne pas être dans la même caste, si on peut parler ça Mais comme voilà, ça? ma famille, je la respectais. Ils me nourrissaient, etc. J'allais au lycée, c'était tout à fait normal. Ça donnait de l'envie, de la jalousie ou pas vraiment Mais non, non, je n'avais pas du tout de jalousie, tout ça. C'était une question, pourquoi certaines personnes sont-elles riches comme ça et d'autres et pas, et que ces autres acceptent cette condition. Tu vois, malgré qu'ils voient tous ces gens, et ils acceptent leurs conditions, voilà. Et ça m'a évidemment choqué énormément quand j'étais gamin. Et donc, à partir de là, j'ai décidé que je ne ferais pas les choses tout à fait comme tout le monde, quoi. Oui, c'est Voilà. révolté. Voilà, à ce moment-là, la révolte commence.
L'Algérie arrive quand? Et voilà, justement, l'Algérie suit, et à l'âge de 19 ans, je me suis retrouvé là-bas, évidemment sans mon accord. Avec tes parents? Non, 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 tout seul, tout seul. À 19 ans. Oui, j'étais un appelé. Ah oui, bah oui, forcément. Oui, Oui, c'est la guerre d'Algérie, donc ouais. j'étais un appelé, si tu veux, mais on m'a pas demandé mon avis. Et en plus, quand tu habites Monaco et l'Algérie, tu sais même pas où c'est, quoi. Tu n'as jamais entendu parler de l'Algérie. Tu vois, si encore on m'avait dit, bon, il y a la guerre à Paris, mais là, l'Algérie, j'allais défendre quoi? Je n'en savais rien. Et peut-être tuer ou me faire tuer, enfin, etc. Donc là, ça a été un choc encore plus important, si tu veux, parce que je me suis senti vraiment n'existait pas, quoi. On prenait ma vie, on décidait de moi, etc. Bon, j'y suis allé quand même. Mais ça a été une grande leçon dans ma vie, quoi. Alors justement, par rapport à cette notion de leçon, Oui, et ça va être quelque part en même temps une sorte de synthèse, une des nombreuses conclusions que tu peux mettre dans ces deux livres, c'est pas l'événement qui est important, c'est ce que j'en fais. voilà. Mais bon, à 19 ans, on n'était peut-être pas là. Voilà, mais tu as quand tu fais tes armes d'abord pendant 2 mois en France, etc. Tu as tout un entraînement, mais tu as le ventre qui est complètement noué parce que tu sais que tu vas partir là-bas et tu sais pas ce qui va t'arriver, quoi. Hein. Donc voilà. Mais après, une fois là-bas, bon, évidemment, tu es plongé dans le bain, quoi, tu y vas, mais en même temps, évidemment, moi j'étais tout à fait contre tout ça, mais évidemment, la grande leçon que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai affronté tout ça, et j'étais assez jeune. Et si tu veux, l'idée qui m'est venue, c'est que je n'avais plus peur de rien à ce moment-là. J'étais capable de monter à Paris, n'importe quoi, faire n'importe quoi. Tout, voilà. Je n'avais plus de peur à ce niveau-là. Est-ce Tout que, était possible. eh, Et c'est ça le paradoxe d'une guerre, c'est-à-dire que c'est pas brillant, mais en même temps, c'est ce qui m'a donné cette force de pouvoir, voilà, faire des choses. est-ce qu'on peut dire qu'entre Monte-Carlo et l'Algérie, c'est d'un extrême à l'autre, à C'est un savoir, extrême à l'autre, oui. euh, est-ce qu'on peut dire qu'à Monte-Carlo, tu étais chouchouté, encadré, protégé, voire surprotégé? D'une certaine manière. Parce que mes parents, ils avaient de quoi manger, etc. C'était tout à fait normaux. Hein. Donc j'étais très protégé de ce côté-là, bien sûr. Et là-bas, j'étais pas livré à moi-même, mais j'étais soumis complètement, quoi. Ton rapport avec la hiérarchie, c'était comment? Ben, moi, je supportais pas, si tu veux, évidemment. Tout ça, les commandants, les machins, les trucs, ça m'intéressait pas beaucoup. T'as pas été trop souvent au Niouf? Non, j'ai failli, mais je ne suis pas allé, non. Non, non. Le J'ai fait de évité. découvrir une autre culture, un pays comme ça, C'est très difficile parce que toi, tu vis quand même dans un ghetto d'une certaine manière. Tu sont des forts, etc. Tu vis dans le fort. Tu sors très peu et quand tu sors, c'est juste pour faire aller dans la Casbah pour vérifier si tout va bien. Tu vois, alors, tu as 10 soldats qui vont. Voilà. Et donc, tu n'as pas vraiment un contact avec les individus. hmm. Donc, tu vis fermé, quoi, d'une certaine manière. Quelle a été, s'il y a eu, euh, la spiritualité au sein de ta famille, de ce que t'ont transmis tes parents dans ta prime jeunesse, religion chrétienne, pas de religion du tout, quel était le regard ou les valeurs transmises à travers le côté spirituel? Bon, évidemment, en tant que Corse, mes parents étaient Corses, donc évidemment, ils étaient chrétiens, évidemment, catholiques. Ils appréciaient d'aller à la messe, etc., des choses comme ça, mais ils m'ont jamais vraiment imposé. Hein. Moi, j'étais plutôt réfractaire, À tout ça? oui, même par rapport à l'église. Ce qui s'est même passé, c'est que très jeune, bon, pour des tas de raisons, je ne pouvais plus les supporter, et j'ai mis à peu près 20 ans pour rentrer à nouveau dans une église. Oui, 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 non, j'avais été assez marqué aussi de ce côté-là. T'avais des frères et sœurs ou pas? Non, non, pas du tout. Fils unique? Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que, au-delà du côté religieux, Oui. tu avais une sorte de foi ou de foi peut-être même en toi ou croyance envers la vie, de quelque chose de supérieur, de transcendant? Ben, ça, c'est arrivé petit à petit, parce que finalement, je suis passé d'une certaine manière à travers toutes les épreuves, que ce soit l'Algérie, tout ça, je suis passé à travers, quoi. Et, beaucoup de gens ne sont pas revenus, hein, c'est clair. Et puis même quand je suis revenu, je suis monté à Paris, si tu veux, et
effectivement, là, à Paris, je me suis découvert une foi tout à fait inconditionnelle, pas du tout teinté de religion ou quoi que ce soit. Mais quand je suis arrivé à Paris, comme je n'avais plus peur de rien, et bon, et à l'époque, c'était Saint-Germain-des-Prés, enfin, etc. Et puis, je m'étais inscrit dans un cours de théâtre à cette époque-là. Mais plus rien ne me faisait peur. Donc, je pouvais dormir dehors. Bon, c'est peut-être pas comme à notre époque maintenant, hein, évidemment, c'est sûr. C'est un autre monde. Mais ça me faisait. Moi, j'étais joyeux, même si je dormais dehors, si j'avais pas de quoi manger, tout ça, j'étais un homme heureux. Tout à coup, la vie se présentait à moi, c'était formidable. Et là, même il y a des moments, j'ai le souvenir de m'être promené la nuit dans des rues en n'ayant rien, ni à manger, ni quoi que ce soit. Mais je me sentais extrêmement libre. Il y avait une sensation en moi qui était de liberté totale. Et ça, j'ai toujours le souvenir. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie t'a montré la fragilité de l'existence? L'Algérie, c'est sûr, parce que là tu es en dehors des normes et tout. Et là, tu sais que ta vie ne dépend de peu, quoi, hein. Il suffit ouais, d'un événement quelconque et là, En tout cas, tu en as pris conscience à ce moment-là. tu as pris Mm. conscience parce que tu sais que là, tu peux y passer, quoi. C'est clair. C'est Donc, clair. l'envie de, non seulement tu n'as plus peur, mais l'envie de manger la vie par les deux bouts. Absolument, oui, Mm. c'est ça. Et c'est pour ça, c'est ce qui m'a donné la force de quitter mes parents complètement et de monter à Paris avec presque pas d'argent, quoi. Et puis tout c'est régulé. Alors, sur Paris, c'est intéressant parce que pour le coup, d'ailleurs, j'ai pas abordé le côté des études. C'était quel genre d'étudiant? D'étudiants, ça, au lycée? Ouais. Non, c'était des études secondaires, tout Mm. simplement, hein. Après, t'as eu le bac? Non, non, j'ai pas eu le bac. Pas spécialement bon pour ce qui est des études, ça te... Non, non, moi j'ai rien appris, je ne lisais rien. Bon, j'aimais beaucoup le football à l'époque, enfin, etc. J'ai fait un peu de musique, etc. Mais non, 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 les bouquins, je n'en ai pas lu. Et j'ai commencé à lire, curieusement, c'est à l'armée que j'ai commencé à lire les philosophes. Alors que je n'avais jamais lu de philosophe, alors je me suis tapé Rousseau et d'autres, hein. Et puis je recopiais des bouquins, enfin, etc. Je passais mes soirées à ça, pendant que d'autres faisaient autre chose. Mais moi, c'était ça qui me plaisait. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à connaître un peu Nietzsche et d'autres. Et Nietzsche a été un des personnages pour moi importants, Ouais, comme Schopenhauer. comme Schopenhauer. Mais tout ça, c'était en Algérie, hein. Je recevais des bouquins et tout, et je lisais, hein, je passais des soirées, voilà. Mais il y avait très peu de gens qui agissaient de cette manière-là, hein, je vais te dire. Ils étaient tous allés se coucher ou je sais pas quoi. À Paris, tu trouves un semblant de stabilité, si on peut dire. Tu rencontres une femme, tu habites dans le 16e arrondissement, Ça, c'est après, oui. d'une manière générale, tu développes tout ce qui est tes centres d'intérêt, à savoir que tu veux être acteur. Oui, oui, donc je m'étais inscrit dans un cours de théâtre qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais peut-être pas le cours, mais le Vieux Colombier. Le Vieux Colombier était extrêmement connu, puisque c'est Copeau qui avait fondé le Vieux Colombier. Ensuite, il y avait des gens comme Charles Dulin, je ne sais pas si ça dit toute cette période du grand théâtre français, et Charles Dulin, Jouvet, des tas de gens comme ça. Même les Pitoef, tout ça, enfin bon, ça s'appelait le cartel du théâtre français, donc c'était très important. Et donc je suivais mon cours, et comme je n'avais pas d'argent, évidemment, on ne me faisait pas payer. Mais ce que je dois dire, c'est que je ne ratais jamais un cours. Tous les jours, j'étais dans la salle de travail, si tu veux, du théâtre. Ce Ma qui vie fait... se passait entre le théâtre et puis le bistrot qui était en face, en gros. Mais enfin, c'était à Saint-Germain, bon voilà. La vie de bohème. C'est la vie de bohème, mais peut-être c'était possible à cette époque-là. Maintenant, je Mm. n'en sais rien. En tout cas, tu as eu l'occasion d'interpréter certains rôles. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai travaillé au cours, comme d'autres, etc. Et puis, à ce moment-là, on est venu me chercher, curieusement, et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain avec des rôles principaux dans une pièce. Et donc, c'était Ariane Mouchkine, je ne sais pas si tu as entendu parler, le Théâtre du Soleil, non, ça ne dit rien, qui sont actuellement à la cartoucherie de Vincennes. Tu vois, elle a fait beaucoup de spectacles de 1789 et tout le reste. Voilà, et à partir de là, c'était parti. Et puis, j'ai rencontré mon ami, effectivement, dans le 16e, donc du jour au lendemain. Je basculais dans
sur un autre rivage. Oui. Les femmes ont toujours joué un rôle important pour toi. Ah oui, capital. Oui, capital. Au sens propre comme au sens figuré. Mais c'est toujours comme ça. Sans les femmes, je ne serais rien. Alors, cependant, et c'est ce que tu mets en avant sur beaucoup dans les deux livres, tu poses cette question du destin, du Oui, libre arbitre. C'est quelque chose qui revient tout à fait. régulièrement, et en même temps, c'est beaucoup plus à travers Vis ta vie, où on sent que tu as fait preuve de maturation sur cette fameuse question que tu abordes déjà dans la verticalité, Oui. sur finalement, est-ce que nous sommes maîtres de notre destin? Pouvons-nous prendre notre vie en main? Qu'est-ce que c'est que cette destinée? Est-ce qu'on a un choix, une option de pouvoir décider ou pas de ce chemin? Et comment trouver ce chemin? Tout est là, Vis ta vie, quelque part, c'est vraiment ça. Euh, Lorsque tu, euh, tu vis avec cette femme dans le 16e, que tu as certains rôles, une sorte de stabilité toute relative, et puis ça vient à péricliter. Et pour toi se pose à nouveau cette question du parcours, le sentiment d'avoir à un moment donné trouvé ta voie, et puis tout s'écroule plus ou moins sous tes pieds. Et à nouveau, le fait de devoir, et je ne sais pas quel âge tu as à ce moment-là, de te reconstruire. Tout à fait. Bien. Bon, quand je suis monté à Paris, je me souviens plus, je devais avoir 21 ans, enfin, c'était après l'armée, un truc comme ça. Et donc, les choses se sont passées assez rapidement quand même. Et donc, j'ai fait plusieurs spectacles où j'avais les rôles principaux. Et puis, entre-temps, pendant que j'étais acteur, donc, et où j'avais à cette époque-là un entraînement physique très important, qui n'est pas du tout le même maintenant. Et donc, je, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, mais je me suis intéressé au yoga et des choses comme ça. Et j'ai commencé à pratiquer à peu près 23 ans, je ne sais pas. Parce que j'avais découvert, le hasard a fait que j'avais découvert quelques livres de yoga très rares à cette époque-là. Et d'autres livres, d'autres personnages comme Gurdjieff, Ouspensky, Fragment, etc. Et puis surtout René Guénon. Et puis après aussi Sri Aurobindo. Tout ça, c'est cette même période entre 22 et 27, 28 ans. Tu La- vois. on va dire que l'influence de la Beat Generation est arrivée à quel moment pour toi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si tu veux, à mon époque, est arrivé ce qu'on appelle les hippies. Tu vois. Et alors le bouquin de Kerouac, qui n'était pas sorti en français depuis très longtemps, est sorti à peu près à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai découvert un petit peu la Beat Génération, les beatniks, mais c'est autre chose, au Népal, au Katmandou et tout le reste, tu vois. Et donc, voilà, et donc je me suis aperçu petit à petit que cette Beat Génération avait une influence sur la jeunesse dans le monde, pas seulement américaine, c'est très important. Et donc, si tu veux, en pratiquant, donc je pratiquais la danse moderne jazz, tout ce que tu veux, acrobatie, machin, et yoga, donc à ce moment-là, j'avais rencontré même le seul Indien qui pratiquait, qui enseignait le yoga en France, s'appelait Sri Mahesh, qui était assez connu dans ce milieu-là, Sur évidemment. Paris? Sur Paris, oui, il était rue Vaneau. Et puis depuis, il avait fondé sa fédération française de Hatha Yoga, dont je suis devenu professeur par la suite, tu vois. Et donc, tout ça me fascinait. Guénon, c'était extraordinaire. Et puis, ça a toujours été le hasard, parce qu'à cette époque-là, on ne trouvait pas facilement René Guénon. Bon, Sri Aurobindo. Alors, donc, le hasard a fait que dans une petite librairie, j'ai découvert un bouquin de yoga. Et intérieurement, j'étais dans un petit hôtel à cette époque-là, j'ai senti que c'est ça que j'allais faire. Ah, ça, vraiment, je l'ai senti. Tu vois, c'est naturellement comme ça. Et, euh, et effectivement, je l'ai fait, j'ai trouvé les gens adéquats pour ça. Et puis quand je jouais au théâtre, donc il y avait toujours la sortie des artistes, hein. Et en face, il y avait un petit libraire. Alors je lui ai demandé s'il avait un bouquin sur le yoga, quelque chose comme ça. Et il m'a dit pas du tout, mais il m'a dit j'ai mieux pour vous. Et à ce moment-là, il est allé dans son arrière-boutique, il est revenu, et c'est là qu'il m'a présenté le bouquin de René Guénon, que je ne connaissais pas du tout, La crise du monde moderne, enfin, etc. Et on y est dans le crise du monde moderne, il faut le voir. On y est en plein, donc il avait tout vu de ce côté-là. Et voilà, et donc, et puis Gurdjieff, alors j'avais découvert Ouspensky, mais je me renseignais autour de moi, mais personne connaissait, donc
Je pensais que ça se passait en Russie et basta, et que voilà, c'était début du siècle, et que donc il n'y avait pas eu de suite. Et après, Quelle valeur tu as apporté à la validité ou la véracité de ces écrits parce que ce soit Ouspensky ou Gurdjieff mais, sont, oui, mais je ne peux pas dire que la véracité ou pas. au moment où tu le lisais. Mais au moment où je le lisais, je me dis, mais putain, c'est ça, c'est ça. Même si parfois je ne comprenais rien. Mais c'était à l'intérieur de moi. C'est comme quand j'étais dans la rue et que j'ai senti que j'étais libre. C'est pareil, c'était plus fort que soi. Tu vois. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à pratiquer ça. Et Aurobindo, ce qui fait que, à un moment donné, j'ai voulu quitter le théâtre. C'est moi qui l'ai quitté, hein, c'est pas tout à fait lui. Et je suis parti en Inde. Et là, c'est là où je suis allé à Pondichéry, etc. Et que j'ai rencontré la mère d'Aurobindo, qui m'a reçu, tout ça. Et on va aborder ça juste après cette petite respiration musicale. Donc, Tu en tout cas, tu viens d'aborder de dresser un petit peu le Oui. tableau et le début de ta quête, ouais, même si elle a commencé finalement déjà à Monte-Carlo au Et final. surtout, ce que je m'étais rendu compte, vu que je faisais ces découvertes-là qui étaient extraordinaires et qui n'étaient pas évidentes, puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas les librairies ésotériques et tout le reste, c'est que je sentais que tout ce qu'on m'enseignait par ailleurs, que ce soit dans le théâtre ou partout ailleurs, eh, ça ne me suffisait pas. Et puis, non seulement ça ne me suffisait pas, mais j'avais l'impression qu'on me mentait. Et alors, c'est pas le problème qu'on me mentait, c'est que les gens étaient ignorants. Et donc, ils me mentaient par leur ignorance, en me disant, la vie, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ça. Et je sentais que ce n'était pas ça. Donc, pour moi, c'était l'impression qu'on me mentait. Et donc, à partir de là, j'ai voulu voir autre chose. Voilà l'idée. Charles Anthony avec nous ce soir, invité de ce magazine Énergie Positive pour deux livres, Vie ta vie et Verticalité. Alors vous allez voir, ou entendre plutôt, à quel point la folle aventure qu'est ta vie, jusqu'à maintenant en tout cas, t'a fait passer par des rencontres, des expériences qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires, mais en même temps une seule quête, à savoir qui suis-je. On se retrouve d'ici quelques instants, je vous invite... Léonard, pardon. Ok, pas de problème. Euh, Lorsque tu as ce sentiment de ne pas respirer quelque part en France, avec ce que tu peux vivre, Saint-Germain-des-Prés, la vie de Bohème, Oui, c'est ça. est-ce que c'est en même temps suite à la fin de ta relation avec cette femme ou c'est une opportunité pour toi de tourner une page et puis de te lancer à fond dans le yoga et puis par la suite de partir en Non, Inde? parce que quand j'ai fait du yoga, tout ça, j'étais toujours avec cette femme jusqu'à ce que je parte en Inde. Non, non, rien à voir. Donc elle ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Non, non, c'était très bien. Comment, de par l'ouverture que tu avais déjà sur certains écrits qui étaient pas forcément très faciles d'accès à l'époque, Oui. de cette compagne qui était présente auprès de toi, quel était le regard qu'elle portait sur, on va dire, un peu l'énergumène que tu étais, un peu Non, non, libre elle a toujours accepté mes divagations, si tu veux. Et donc, non, elle n'était pas du tout dans ce trip-là. Et surtout, ça s'est vu à partir de 68, où elle était plus Che Guevara, si tu veux. Alors que moi, j'étais plus Ravendranath Tagore, si tu veux. Tu vois, le grand poète hindou. pourquoi, Et donc, pourquoi c'est là, il y a eu séparation, effectivement, mais c'est aussi dû à mai 68, et enfin, beaucoup de choses ont changé. Et c'est à partir de mai 68 aussi que j'ai décidé de partir en Inde. Oui, parce que tu arrives en Inde en 69, Voilà, apparemment. mais Ouais. disons que j'arrête mes trucs de théâtre, plus ou moins fin 68, voilà, c'est plus... Lorsque on parle de la Beat Generation, là, Oui. juste avant, est-ce que c'est un des éléments qui t'a invité à partir en Inde? Non, Ou, pas du tout. ou c'est plus l'influence de la Beat Generation et pour toi, hein, c'est fait sentir pour toi après, lors de ton retour? Après, oui. Ouais, ouais. Parce que, non, non, c'était vraiment les ouvrages de gens comme Aurobindo, vraiment des maîtres de la spiritualité, vraiment. Tandis que la Beat Génération, c'était une révolte de jeunesse, un peu comme les hippies par la suite, mais beaucoup plus forte. Et après, ils se sont mis effectivement eux-mêmes à rechercher dans le bouddhisme, etc., à trouver des solutions. Kerouac, Karl Castaneda. Kerouac, Kerouac, et puis, je ne sais plus comment il s'appelait, là, celui qui a fait le fameux poème, oh, tu sais, Non, Ginsberg, voilà, Allen Ginsberg, Ginsberg, oui. qui lui a été plus proche des hippies que Kerouac, mais Kerouac est mort plus jeune, enfin, bon, c'est toute une histoire.
Donc chez Robindo, pour toi, les lectures que tu en as faites, c'était en français déjà, traduit à cette époque-là? Oui, c'était traduit. Oui, c'était Albin Michel. Oui. Qu'est-ce que tu... Et c'était La vie divine. alors, L'ouvrage La vie si tu divine. nous dis que tu ne retenais pas tout et que tu comprenais pas tout, qu'est-ce qui Non, t'interpellait dans ces je ne ouvrages-là? sais pas, c'est plus fort que moi. C'était quelque chose qui se passait en moi et je voyais que la vie était ça. Hmm. Tu vois. Donc pour toi, partir à Auroville, hein, c'était C'était une... pas Auroville, non, c'était Pondichéry, l'ashram. Oui, l'ashram, oui, pardon. Après, j'ai visité Auroville, mais c'était pas mon trip du tout. Hmm. Non, non. Donc tu rencontres Mère, Je rencontre la mer, oui. alors, Alors, premier contact? ah ben, ben, c'est-à-dire, elle se trouvait en face de moi, évidemment, et elle me regardait dans les yeux. Ça durait un bon moment comme ça, et je ne savais pas quoi dire. Elle non plus, d'ailleurs, elle n'a rien dit. Et puis l'entrevue, disons, on va dire, c'est terminé. Je suis descendu, ça se passait au premier étage, je crois, et en bas, il y avait la tombe, si tu veux, le samadhi, ils appellent ça samadhi, de Sri Aurobindo. Et alors je suis descendu, je me suis assis en bas de l'escalier, et là, pourquoi je ne sais pas non plus, et je me suis mis à pleurer comme un gamin, quoi. À, oui, plein sanglot, quoi. Et même maintenant, tu sais pas pourquoi. Je ne sais pas toujours pourquoi, je ne sais toujours pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'a touché, c'est clair. C'est clair. Et si tu veux, ce fait d'avoir pleuré, etc., sans raison apparente, personne ne m'a agressé ou quoi que ce soit, c'est qu'il y avait toujours quelque chose en moi qui vit. S'il n'y a pas quelque chose en toi qui vit, il n'y a pas de raison de pleurer. Souvent, les larmes, ça signifie aussi que quelque chose en toi, au niveau émotionnel, a été touché. Donc, si le niveau émotionnel a été touché, ça veut dire que tu n'es pas tout à fait mort. Tu n'es pas encore une machine avec juste un cerveau et un corps. Tu vois? C'est ça qui est important. De voir quelque chose en moi qui a été touché. Et qui doit donc exister à un moment donné par lui-même. Voilà. Lorsque tu as été amené à retrouver Mère ou à lui parler au final, ou ça s'est fait juste une fois? Non, ça s'est fait une fois, je l'ai vu comme ça, sur au balcon, des choses comme ça. Mais surtout, à ce moment-là, j'ai rencontré évidemment une autre femme. Diana? Ah oui, voilà, Diana. Donc ça a été une rencontre magnifique. Et qui m'a toujours un peu guidé, sans être un gourou ou un kangourou. Hein. Elle était pas indienne? Non, non, c'était une Française, mais qui avait vécu énormément aux États-Unis, parce que je crois qu'elle faisait profession de photographe. Elle est peut-être connue dans le milieu, mais voilà. Et voilà, et elle s'était retirée, elle avait une petite maison à Pondichéry pour elle, quoi. Et donc moi, j'allais toujours la voir. Ouais, durant 20 ans. Plus de 20 ans, tu as Plus été de 20 ans, régulièrement. parce Ouais. que même quand elle est venue mourir en France, si tu veux, dans le sud de la France, je suis allé presque jusqu'au bout, quoi, avec elle. Donc elle a été mon guide, mais elle n'a jamais voulu être un gourou pour moi. Elle dit, je ne suis pas. Mais elle m'indiquait. Et c'est comme ça qu'elle me dirigeait dans certains endroits, comme j'ai pu rencontrer Punja, par Ouais, exemple. alors Swami Punja, qui te Et- pose une question. mais avant Punja, elle m'a amené dans un endroit perdu du sud en voiture. À la fin, il y avait le chauffeur et tout. Un village perdu dans le sud de l'Inde. Et pour rencontrer un homme qui était un éveillé, je ne sais pas. Et cet homme, je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais il avait une petite case, on va dire, sur lequel il y avait puis un promontoire comme ça, où il était assis, et plus ou moins, disons, penché sur enfin, le dos au mur, quoi. Hein. Et puis à côté de lui, il y avait un tas d'ordures, pas possible, quoi. C'est pas Ramdas? Non, 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 c'est pas Ramdas, non. Ramdas, c'est un Américain, non? Non, c'est Bon, Baba Ramdas. Swami Oui. Padmanabha Piya. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Oui, il y en a tellement, excuse-moi. Il s'appelait Pundaji, un nom comme ça. Tiens. Mais il n'était pas connu de l'Occident, rien du tout. C'est elle qui m'a amené là. Et donc, bon, alors elle me dit à un moment donné, Charles, offrez-lui une cigarette. Bon, il fumait pas particulièrement. Mais il a pris la cigarette, si tu veux, et il a tiré sur la cigarette en me regardant de travers, mais alors terrible, hein, terrible. Et en quelques secondes, il a tiré sur la cigarette et il l'a jetée ensuite sur le tas d'ordures. Et en fait, j'ai compris que les gens venaient lui présenter quelque chose, Une offrande.
une offrande, on va dire. Mais enfin, Un cadeau, un la présent. cigarette, c'est pas vraiment une offrande, mais enfin, peu importe. Un chewing-gum, n'importe quoi. Et au bout d'un moment, il jetait. Et donc, il fallait surtout pas toucher à ce tas d'ordures. Et d'après ce que j'en ai compris, c'était le karma des gens qu'il prenait. Et au bout d'un mois, sans doute, il avait un serviteur qui nettoyait tout ça, qui jetait tout ça. Mais, alors, comme me disait Diana, vous savez, Charles, on ne sait pas ce qu'il a fait pour vous. Et effectivement, je n'ai jamais su ce qu'il a fait pour moi, mais peut-être qu'il a fait quelque chose. Et en tous les cas, c'était au niveau du karma, c'était pas du tout, il n'y avait pas d'enseignement, etc. C'est un mec qui prenait. Quand on parle C'était de... impressionnant quand même. Hein. Mais si avec lui... Ouais. Ouais, ouais, non, mais bien déjà, sûr. il n'y a qu'en Inde qu'on peut voir ce genre de personnage, hein, c'est Extraordinaire, clair. c'est extraordinaire. Est-ce que, puisqu'on parle des veillées, est-ce que c'est Diana qui t'emmène voir cet homme-là? Oui. Est-ce que déjà, avant de partir en Inde, quand tu vois Ouspensky, Gurdjieff ou Sri Aurobindo, est-ce que pour toi, cette notion d'éveillé est quelque chose qui t'est pas familier, mais est-ce que ça te parle? Est-ce que tu réalises que, tiens, peut-être que tu peux faire un rapprochement avec Bouddha, le Christ, tous ces êtres-là? Oui, tu peux faire le rapprochement, mais le mot d'éveil tel qu'il est employé actuellement était moins important. Hmm. On ne disait pas forcément éveil, on disait autre chose. La voie spirituelle, je crois que même la mère ne parlait pas particulièrement d'éveil, elle parlait du non mental et d'état supérieur. Et pas le mot éveil tel que maintenant on l'emploie d'une certaine manière. Mais enfin bon, c'est ça que ça veut dire aussi. Voilà, donc effectivement, je voyais bien qu'il y avait un autre monde et qu'il y a une autre façon d'être et une autre vie, quoi. Ça, c'est clair. Et ça te paraissait plus vrai, si je puis dire? Plus vrai que tout. Et même quand je faisais du théâtre, le seul personnage, si tu veux, qui a été capital pour moi, c'est un metteur en scène polonais qui s'appelait Jerzy Grotowski, qui a révolutionné vraiment le théâtre dans les années 60. Il y a eu quelques autres, mais il y a eu le Living Theatre, par exemple, américain, qui était très important. Mais Grotowski, il a tout modifié. Mais cet homme-là, c'est un génie pur, vraiment un génie pur. Et il a été très peu connu. Pourquoi? Parce qu'il faisait un théâtre où il ne voulait pas qu'on filme, il ne voulait rien, tu vois. Alors il y a peu de choses le concernant. Mais il a révolutionné le jeu des acteurs, il a tout. Mais tout ce que j'ai appris, et quand je étais à Pondichéry, c'est qu'il était venu voir la mer, curieusement. Et j'ai appris ensuite, par la suite, que ces cendres ont été jetées à Tiruvannamalai, tu sais, l'ashram de Ramana Maharshi. Il y a la fameuse colline d'Arunachala, que moi j'ai grimpé plusieurs fois, tu vois. Cette fameuse colline sacrée, tu as peut-être entendu parler. Oui. Oui. Et donc ces cendres ont été jetées là. Donc voilà, il y avait quelque chose. Un lien. C'est marrant, hein? Ah putain, oui, ça m'a impressionné. T'as appris ça à ton retour, qu'il était parti là-bas? Oui, non, quand j'étais à Pondichéry, on m'avait dit qu'il était venu faire une d'accord. visite. Oui. Mais j'ai appris, concernant les cendres, par contre, que c'est bien plus tard, bon, beaucoup plus tard. Ne serait-ce que ces synchronicités, Eh oui, bien sûr. tu le vois comment? Est-ce qu'on va dire que déjà à cette époque-là, sur la notion de signe, de synchronicité, est-ce que tu y vois est-ce que ça te parle, si je puis dire? Ou est-ce que pour toi c'est un hasard? Parce que la notion de destinée, encore, peut-être que tu ne te le poses pas comme ça à cette époque. Non, moi je ne pense pas à cette forme de hasard. Je pense qu'il y a un hasard, mais sans H, tu vois. Hein, sans H. Et quand j'étais en Turquie, où on m'avait transmis, un maître soufi m'avait transmis le fameux zikr, Tu nous en parleras tout à l'heure, mais vas-y, continue. mais très rapidement, il m'avait dit il faut être prédestiné. Moi, je crois en ça. Lorsque tu es toujours en Inde, bon, tu fais, je sais pas combien de voyages d'ailleurs. Oui, 7 à peu près. Est-ce que tu estimes qu'à cette époque-là, tu as une sorte de boulimie, de soif, Oui. de partir tout le temps, de faire des allers-retours? Parce que j'en ai rencontré aussi des travelers, Oui, comme on les appelle, bien sûr. qui font des allers-retours, qui n'arrêtent pas de partir là-bas. Oui, mais moi c'était très précis. Je ne suis jamais allé là-bas pour ne pas rencontrer des maîtres. Je suis allé là-bas uniquement pour ça. Le reste, ça ne m'intéressait pas. Bon, j'ai pu voir évidemment des sites, etc., Taj Mahal et tout le reste. Et moi, ce qui importait, c'était de rencontrer ces gens-là. C'est la seule chose qui m'intéressait.
Alors justement, Swami Punja, qui te pose une question. Voilà, Swami Punjas, c'est donc par Diana qui m'a dit, vous savez Charles, il y a un mec, enfin un maître, je ne sais pas, très particulier à tel endroit. Ouais, je suis allé. Oui. Il te pose une question. Comment la conscience travaille-t-elle? Déjà, la Oui, question. mais d'abord il faut savoir, quand je Oui. l'ai rencontré, c'était dans sa maison familiale, c'était dans les années 70. Et donc c'était une petite maison, et il avait une petite pièce en haut, nous étions trois ou quatre, c'est tout. Et son travail, à cette époque-là, après je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on était assis face à face, et il me regardait dans les yeux, ça pouvait durer des heures. Ouais. Et d'un seul coup, il lançait une question, qui était une sorte de koan, et donc ça a été la fameuse question, How the consciousness, comment la conscience travaille-t-elle? Et moi, instinctivement, j'ai répondu. Ouais, c'est sorti de moi, mais est-ce que j'avais raison ou pas? Je ne sais pas. Et donc, c'est à partir de là qu'il m'a dit My work, mon travail finit avec vous. Et le lendemain, je suis parti. Alors, quelle a été ta réponse? Ah non, je ne le dirai à personne. Pourquoi? Parce que chacun doit trouver sa réponse. Comment la conscience travaille-t-elle? Ce n'est pas une formule comme ça. Et on ne peut pas mettre dans une case une réponse qui la réponse est la mienne. Et chacun doit avoir la sienne. Et la tienne, donc. Mais la mienne, il ne s'agit pas de la reprendre et de... Non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la mienne est sortie spontanément du plus profond de moi. Mais ça aurait pu être à côté. T'as demandé à ce Swami de pouvoir te prendre en tant qu'élève, disciple, appelons ça comme on veut. Il t'a dit, ok, à une condition, c'est que tu suives pendant 1 an les règles que je te propose de suivre. Donc il t'a invité à les suivre de façon à, si tu le faisais, à pouvoir t'initier. Tu dis dans ton livre que, grosso modo, c'est impossible, quoi. Oui, mais ça, c'est autre chose. Hein. C'est plus Swami Punja. C'est un yogi dans la jungle. Oui, oui. Donc, quand j'étais à l'ashram de Tiruvannamalai, de Ramana Maharshi, j'étais allé parce que Diana m'avait dit il y a un yogi dans la jungle, top niveau. Bien. Alors, je suis allé à l'ashram, j'ai pris un traducteur, enfin, voilà. Et nous sommes partis à Charabeu, jusque dans la forêt, rencontrer ce fameux yogi. Et effectivement, il était magnifique. Je ne me souviens plus quel âge j'avais, peut-être 40 ans, mais magnifique. Et il était effectivement sur sur sa peau de panthère, voilà, sur un monticule, sur sa peau de panthère. Ah, c'est le cliché, hein. Ah oui, c'était le cliché, quoi. Et bon, et donc, bon, il ne parlait pas anglais, et donc mon traducteur lui posait des questions que je lui posais, et à un moment donné, il me demande qu'est-ce que je fais. Alors je lui ai dit que je faisais du hatha yoga. Et alors à ce moment-là, il m'a regardé. Putain, ça a été un choc pour moi là. Il m'a dit For to become strong, pour devenir fort. Putain, ça a été radical. Radical. En quoi? Ben, le fait que quelque part, c'est pas ça qu'on cherche. On croit que par là on peut y arriver, mais non. Et c'est ça que je me suis rendu compte par la suite. On peut pas. Parce que pour toi, de pratiquer le yoga, quelle était la satisfaction que tu pouvais en tirer? Ben, au départ, bon, mais évidemment, comme j'étais acteur, tout ça, physiquement, évidemment, tu deviens performant. Et je pensais qu'en développant les exercices, en allant plus loin, j'allais atteindre quelque chose. Et l'erreur était absolue. L'erreur était absolue. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai tout jeté, d'une certaine manière. Et il avait raison. Lui, il faisait rien. Mais il était magnifique. Et alors, donc, je lui ai demandé si j'avais la permission de venir le voir tous les jours. Donc, tous les jours, je prenais mon char à bœuf, et puis je me baladais parce qu'il parlait pas anglais, donc comme ça. Et donc il m'avait montré une petite cabane, si tu veux, à côté de lui, pas très loin. Et là, il descendait dans la cave, si tu veux. Dans la cave, il y a juste une petite lucarne comme ça pour respirer. Et là, il s'enfermait pendant 6 mois, sans manger, sans boire, sans rien. Enfin, bon, voilà. Et donc il m'avait demandé aussi également de ne pas venir le soir, la nuit. Parce que les cobras venaient lui parler, il discutait avec les cobras, enfin voilà. C'est tout un monde hein, extraordinaire, tu vois, plus loin que la science-fiction d'une certaine manière.
Et donc voilà, bon, mais à la fin, je lui ai demandé effectivement s'il était prêt à m'initier. Il m'a dit d'accord, mais si vous suivez telle règle. Et donc, bon, comme ses élèves, si tu veux, disciples, étaient des bergers, tu vois, ils lui emmenaient un peu de lait, de chèvre, je ne sais pas, et lui se nourrissait de feuilles. Et donc, le texte a été tapé par une quelconque machine, et quand j'ai vu les trucs, je me suis dit, ah, je peux pas faire. Je peux pas faire, c'était une voix particulière, quoi. Tu te rappelles un petit peu les... Oui, 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 il fallait plus couper les cheveux, un peu comme certains sadhus, tu vois. Alors, il fallait plus... Mais bon, c'était sa tradition, de plus couper les cheveux, de porter le dhoti, tu vois, les dhotis, c'est le pagne. le pagne. Et j'ai dit, mais comment je vais à Paris comme ça, moi? Soit je restais définitivement là-bas. Je devenais un yogi, c'était un choix. Mais j'ai pas pris ce choix-là, quoi. C'est étonnant quand même que tu aies... que ton aspiration, enfin, on va dire que dans ta quête, Ouais. déjà on peut voir qu'il y a un certain engagement. Tout le monde ne décide pas de s'engager à fond, surtout à cette époque-là dans le Bien sûr, yoga, bien sûr, d'arriver à pouvoir l'enseigner, de bien partir sûr. en Inde à de nombreuses reprises, de vouloir exclusivement rencontrer des êtres dits être des maîtres ou des éveillés, et que tu demandes à cet homme de t'accepter comme disciple. Oui, On voit déjà que chez toi, il y avait une grande soif de ouais, ouais. pouvoir... et en même temps, cette soif était limitée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêchait concrètement de... Si tu avais vraiment soif de rester en Inde auprès de lui? Ben, sans doute, encore une fois, le destin, je n'en sais rien, mais c'était pas, peut-être pas mon cheminement total. C'est pas, peut-être pas ma voie absolue, tu vois. Voilà, mais j'ai toujours un très bon souvenir de cet homme-là. Voilà, donc voilà, il s'est passé des tas de choses comme ça, quoi. Alors, Ramdas, tu nous dis dans ton livre Verticalité... Dans nos... Je l'ai pas connu, Ramdas, hein. Non, mais je cite, Oui, hein. d'accord. Dans nos conversations, elle me parlait de certains sages, donc Diana, Oui, qu'elle oui. avait rencontrés, tels que Baba Ramdas. Elle me raconta qu'il était comptable et qu'un jour, au lieu d'écrire des chiffres, il se mit à écrire Ram à C'est ça, l'infini. c'est ça. Diana l'avait bien connu et avait séjourné dans son ashram du Kerala. Papa, comme l'appelaient les personnes qui le suivaient, me dit-elle, était un être merveilleux, plein d'humour et de gentillesse. Il savait voir en vous de façon percutante. Elle me raconta l'anecdote suivante. Un jour, la cabane qui abritait les 5 métiers à tisser de l'ashram prit feu. Alarmé, son secrétaire appela papa pour qu'il vienne voir les dégâts. Lorsque papa fut face à ce spectacle, il ne put que s'exclamer « Qu'est-ce que c'est beau !» Seul le secrétaire restait affolé. Quelque temps après, un riche indien proposa à papa de lui acheter 15 métiers à tisser et de reconstruire la maison qui les abritait. Papa s'adressa alors à son secrétaire. « Tu vois, pourquoi s'inquiéter ?» lui dit-il. Le secrétaire lui répliqua. « Oui, mais au lieu de 15 métiers à tisser, nous aurions pu en avoir 20. Voilà, c'est toujours la même blague, hein. Cerveau droit, cerveau gauche. Toujours la même blague. On n'est jamais satisfait. Mais enfin, pour en revenir à cette quête, si tu veux, moi j'avais une avidité mais qui était folle, quoi. Folle. Jamais satisfait. J'allais voir un tel, un tel, un tel. Et je voulais tout le temps savoir plus, 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 tu vois. Voilà, c'est ça. Est-ce que de la manière dont tu pouvais approcher ces sages et des questions que tu pouvais échanger, ou ne serait-ce que par leurs attitudes, est-ce que ça t'était compréhensible? Je mentionne ça, ou je pose cette question, pourquoi? Alors, deux choses. La première, c'est suite à ce que je viens de lire, de ce passage de Ramdas, et c'est vrai, de nos jours, et s'il arrive que la maison brûle, dire oh que c'est beau, on se dit mais il est complètement givré ce mec-là. Ouais, ouais. Ça c'est le premier point. Un deuxième élément, c'est Ramana Maharshi qui était atteint du cancer. Et je ne sais pas si c'est oui, c'est un des disciples du Maharashi qui lui pose la question de savoir pourquoi il n'essaye pas de se guérir. Et Ramana Maharshi qui lui répond, le propre d'une cellule cancéreuse n'est-il pas de proliférer? Oui, oui. Donc il y a une sorte d'acceptation pleine et entière à ce genre de choses. Et en même temps, aujourd'hui, pourrait-on dire, mais il faut être fou pour se savoir atteint du cancer et ne pas désirer vouloir guérir alors qu'il existe potentiellement des solutions, des options. Ce qui a été aussi le cas d'un enseignant, ben voilà, donc j'ai un trou, qui était atteint du cancer et il a mis beaucoup de temps avant
de par son entourage, qui voulait absolument qu'il suive une thérapie. Donc, est-ce que ce genre de comportement est, est pour toi compréhensible? Est-ce qu'on peut dire que là, on n'est pas au niveau terrestre, qu'on est à un autre niveau et que ce n'est pas être ancré sur la Terre ou être ancré sur la Terre que de réagir de cette manière-là? Il y a un côté aérien ou Jean Foutiste ou fou, ouais. Bien, Ramana Maharshi, je suppose il avait découvert ce qu'il cherchait. Donc il était passé dans une autre dimension, on va dire. Donc quand il a eu des géants de cancer, si tu veux, il avait pas loin de 80 balais. Donc pourquoi continuer? Il faut bien mourir de quelque chose. Moi je veux bien qu'on meure en bonne santé, mais enfin par un accident, sinon tu meurs pas en bonne santé. Donc pour lui, certainement que c'était la fin, c'était le final. Donc, mais en fait, Ramana Maharshi, s'il avait voulu, vraiment, je le pense, il serait guéri lui-même. Pas besoin de psychothérapeute, de toubib ou quoi que ce soit. C'est évident, ils ont la force sur ça. Il y a des histoires qui sont racontées là-bas. Quand j'étais là-bas, par exemple, je vois l'arbre où il s'asseyait tout le temps. Moi, je ne l'ai pas connu parce que je suis plus jeune, mais et il y avait beaucoup de pans, etc. là-bas. Je les ai vus. Et un jour, il y a un œuf de pan qui tombe. Bon, il s'éclate quand même, l'œuf. Et lui, simplement, il est tombé devant lui, il le raccorde comme ça, il dit à quelqu'un, remontez-le dans le nid. C'était fini. Tu veux dire qu'il a reconstitué Oui, il a la reconstitué, coquille bien sûr. Oui. Donc il avait des pouvoirs, si vous voulez. Mais en général, il ne les employait pas. Pas vraiment, à moins qu'il y ait une urgence. Et puis surtout, pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc il y a un temps pour tout, il faut bien mourir enfin que le corps parte de quelque chose, et puis peut-être qu'il en avait assez de ce monde-là. C'est possible. Ouais, celui à qui je pensais, c'était Krishnamurti aussi, qui, atteint du cancer, ne voulait pas Oui, au début guérir, et puis au final, de par son oui, entourage, il a tout suivi à une fait. thérapie. Ouais. Voilà, un autre que j'ai connu, c'est UG Ah, Krishnamurti. ah, Voilà. justement. Et il est mort aussi, donc lui, bon, il avait 86 ans, pas loin de 90, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai connu quand même. Et donc, il est tombé, il s'est cassé le coccyx ou quelque chose comme ça. Et les gens l'ont amené à l'hôpital. Et au bout d'un jour, il a dit, allez, ramenez-moi chez moi, basta. Et il s'est mis sur son lit, il s'est laissé partir. Et il m'avait toujours dit, moi, si je suis malade ou je ne sais pas quoi, je suis prêt à mourir comme un chien auprès d'un arbre. Mais, c'est-à-dire, ils ont dépassé la peur. C'est ça l'idée. Alors, qui fut UG Krishnamurti? Tu l'as rencontré à Londres. Oui, à Londres et puis à Gstaad, si tu veux, en Suisse, là-haut. Son parcours, il est assez incroyable, hein, aussi, cet homme-là. Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'il avait au départ un peu suivi les enseignements de Krishnamurti, l'autre Krishnamurti, Judy, je sais plus, hein, au départ, si tu veux, puis après, il s'en est détaché. Il avait suivi les enseignements, c'était à Adyar, si tu veux, en Inde, hein. Et puis après, il s'était détaché, puis il avait fait son parcours. Mais ce qui était formidable chez lui, c'est qu'il était d'un naturel absolument total, tu vois. Et quand j'allais chez lui, à Stade, tout ça, on pouvait filmer, je le filmais, enfin, on nous filmait dans sa cuisine, pour ainsi dire. Et il avait un salon, tout ça, et le salon, il le laissait à mon fils qui avait 11 ans, pour qu'il regarde des vidéos, etc., tu vois. Bon, c'est pas tous les kangourous qui font ça, hein. Et apparemment, cet homme a vécu des moments difficiles. Oui, c'est ça. Il a vécu à Londres alors qu'il était âgé d'environ 50 ans, 49, oui. 49, avant que la chose ne le foudroie, comme il C'est le dit ça. lui-même. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'il était dans la rue à l'époque, il était Oui, clochard. oui, c'était un clochard. C'était un clochard. Là, bon, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a que lui qui l'a vécu et surtout, il a toujours dit n'essayez pas de faire comme moi, hein, trouvez votre voie, Hmm. quoi. Donc il y a une espèce de truc, Kundalini, pas Kundalini, je n'en sais rien, mais un truc qu'il a vraiment physiquement, qu'il a transformé. Je crois qu'il a eu des transformations physiques, certaines parties du corps ont dû gonfler, je ne sais pas trop, hein, j'étais pas là évidemment. Ouais, mais tu lui as posé peut-être des questions sur cet Non, pas événement. vraiment, mais moi c'était plutôt métaphysique que je lui posais des questions. Mais si tu veux, lui, donc à partir de là, il est devenu ce qu'il était, et pour lui, si tu veux, il y a juste à être ce que l'on est, quoi. Et comme il me disait même dans le bouquin,
Monsieur Anthony, allez, sortez dehors et regardez les montagnes, ça suffit. Voilà, c'est ça. Non, c'était un mec formidable, mais surtout, c'est un homme, pour moi, qui n'avait aucune peur. Est-ce que c'était pas le cas de tous ceux que tu as rencontrés, d'après toi? Peut-être, mais lui, c'était une évidence. Pourquoi? Je sais pas, je le sentais comme ça, comme il disait, en gros, au milieu des épines, je marche. Quoi qu'il arrive, c'est pas un problème. Alors peut-être que l'autre Krishnamurti également, peut-être la mère également, Punja également, je pense, oui. Mais lui, c'était une évidence. Pour moi, ça avait été une évidence. C'est-à-dire que là, je trouvais vraiment quelqu'un qui avait peur de rien, quoi. Vraiment. Est-ce que toi qui justement avais connu la guerre et Eh oui, de, lui, de, de cette force que cela t'a donné dans le fait de ne plus avoir peur parce que conscience que demain tu pouvais mourir, bien sûr. est-ce que on va dire que lors de ce parcours, tu as eu peur de cette quête, de ces rencontres que tu as eu l'occasion de vivre, comme par exemple ce Swami dans la jungle qui te propose de... Ah oui, tu veux être mon disciple? Bah écoute, fais ça pendant un an et puis après on verra. Non, non, c'était pas une question de peur. Alors Non, c'était quoi? c'était que je n'étais pas capable de porter un dhoti toute ma vie et pas me couper les cheveux, tu vois. Non, c'est pas une question de peur. Mais que je pouvais plus aller en Occident comme ça, c'est pas possible. Et tu voulais rester avec cette accroche vis-à-vis de l'Occident. Mais évidemment, je voulais revenir à Paris et faire d'autres choses aussi. Donc pour moi, c'était pas possible. Je ne suis pas un sikh, je ne suis pas un sikh, je suis pas né chez les sikhs, donc voilà, je vais pas me faire devenir sikh, tu vois. D'ailleurs, une des caractéristiques en même temps de bon nombre de ces sages, je ne veux pas dire tous, hein, parce que la rigueur, en fonction de ton parcours, tu me diras, c'est que tu mentionnes qu'ils ils sont en train de nous dire, quelque part, qu'on peut être éveillé, et d'ailleurs on l'est tous, sauf qu'on l'a oublié, c'est ça qui est intéressant, on y reviendra hein, sur cette notion-là, mais qu'on est censé être dans la vie de tous les jours, être dans l'action, et cela ne nous empêche pas d'avoir une vie sociale, familiale, etc. Et c'est ce qu'ils préconisent, Oui, en général, en oui, général, ouais. mais bon, il y a des voies traditionnelles, effectivement, comme ce yogi qui lui, c'était autre chose. Tu sortais complètement de la vie ordinaire, si tu veux, de la vie sociale. C'est pour ça qu'il vivait dans la jungle. Ça, ce sont des voies particulières, mais ça existe aussi. Et c'est très bien comme ça, mais disons que moi, le choix était plus de continuer à vivre dans la société d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'à cette occasion, moi qui avais découvert le bouquin de Fragments dans l'enseignement inconnu de Ouspensky, et j'avais été fasciné, et le hasard a fait que, bien qu'au départ personne ne connaissait, j'ai pu rencontrer, le hasard a fait, et notamment un psychiatre qui prenait l'avion pour Bombay et qui, je sais pas pourquoi, mais quand je me suis retrouvé sur la pyramide Khéops, tout ça, et qui m'a dit derrière, comme ça il ne me connaissait pas, mais vous savez, les pyramides sont bien plus anciennes qu'on ne pense. Moi j'étais jeune à ce moment-là, je me suis dit, c'est qui celui-là encore? Et puis, je sais pas, il m'a invité à venir prendre le café à l'hôtel, etc., etc., et voilà, et puis on a pris l'avion jusqu'à Bombay. On s'est dit ciao, etc. Et puis 2 mois après, à Pondichéry, dans la rue, si tu veux, j'entends mon nom, Charles, et c'était lui. Je me suis dit, comment se rappelle-t-il mon prénom, tu vois? Il m'a dit, si vous voulez, nous pouvons aller discuter un peu dans un parc, c'est joli là-bas, hein. Et d'accord, j'ai dit d'accord, on est allé discuter, et à un moment donné, bon, j'ai compris qu'il était psychiatre, et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me conseiller des livres de psychologie, en gros, hein? Il m'a dit, bien entendu. Lisez Ouspensky, Fragments d'enseignement inconnu. Voilà, mais ça s'est arrivé 2 ou 3 fois comme ça. Bon, à la fin, je me suis dit, il y a un problème là. Et donc, il était venu à l'ashram pour faire une conférence, je ne sais plus sur quoi, quel thème, mais surtout parce qu'il me dit, vous savez, dans 2 ou 3 jours, je vais à Tiruvannamalai, je fais l'ashram de Ramana Maharshi, et je lui dis que c'est curieux, parce que moi aussi, je dois y aller dans 2 jours. Et on s'est retrouvés là-bas. Et c'est aussi, lui, je l'ai emmené également, la première fois, voir le yogi dans la forêt. Et il m'avait dit, c'est un véritable maître. Et Comme quoi il y a certains voilà. êtres... Et donc on est devenus amis, enfin il est resté quelques temps, mais lui il devait partir plus tôt des Indes que moi. Et il m'a dit, dès que vous serez à Paris, surtout téléphone-moi tout de suite. Et comme moi je cherchais plutôt une voie, disons, dans ce monde, et, et que j'ai compris que lui faisait partie des groupes
Il devait diriger des groupes en Allemagne, je suppose. Donc je suis allé le voir quand je suis revenu. Et il m'a dit, vous savez, ne perdons pas de temps. Bon, je ne dirai pas tout ce qu'il m'a dit, mais je vais vous présenter la tête, parce que sinon vous allez commencer en bas, etc. Et ça ne sert à rien. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les groupes pendant au moins 4 ans, à cette époque-là. T'as trouvé ça intéressant? Ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'ai appris une chose chez eux, c'est que tu ne peux plus dévier. Tu vois, tu peux même dans la spiritualité, des choses comme ça, tu peux te perdre. Tu peux trouver des formes de spiritualité qui t'embarquent dans des trucs pas possibles. Et dans les groupes, par contre, tu es toujours, comment dire, cadré. Cadré. Ce qui fait que tu peux pas t'échapper dans des trucs abracadabrants, tu vois. Ça, c'est important. Voilà la grande chose que j'ai appris chez eux. Est-ce que justement il peut pas y avoir des déviances en admettant que... Oui. Au sein de ces groupes, hein, j'entends. Non, il n'y a pas de déviance. La seule chose que je pourrais dire de ce groupe-là, tu veux dire particulièrement. Oui, enfin, je ne sais pas lequel, mais je peux Non, supposer. non, dans les autres groupes, il peut y avoir beaucoup de déviance, effectivement. Dans ce groupe-là, je crois pas trop. La seule chose, c'est que, évidemment, le maître n'est plus là. Et quand le maître n'est plus là, on a tendance, les gens ont tendance de construire un musée. Ben oui, ouais, de ne pas toucher aux choses. Ouais. Et cet homme donc, qui m'avait fait rentrer là m'avait dit, vous savez, il avait connu Gurdjieff, donc il m'a dit, mais Gurdjieff était capable de venir quand il faisait les personnes, les individus faisaient les mouvements, il est capable de venir, de donner des coups de pied pour tout changer. Il ne restait pas figé sur une chose. Et c'est ça le problème du musée. Mais comme me disait quelqu'un un jour, il ne restera plus que cendre, et voilà. Bon. Alors qu'est-ce que tu as retenu de ces 4 années? Ça, ce que je viens de te dire. D'accord, pour toi c'est ça l'essentiel. Ça te donne un axe qui fait que tu sens très vite si quelque chose dévie. Tu vois? Peut-être que tu n'arrives pas au bout, je n'en sais rien de la chose que tu cherches, mais tu ne dévies pas. Alors pourquoi cela n'a-t-il duré que 4 ans? Enfin, c'est déjà beaucoup, hein, mais... Parce que là aussi, c'était peut-être pas mon chemin final, quoi. C'est toi qui as décidé? Les deux, quoi. Les deux. Les deux. Oui, non, les deux, quoi. Parce que là, je sentais que je n'étais plus dans le truc, quoi, vraiment. T'avais soif de quoi? D'autres choses, de rencontrer encore, etc. Et de ne pas me figer là-dedans. Est-ce qu'il n'y avait pas chez toi une sorte de... Peut-être si j'avais connu Gurdjieff, ça aurait été différent, évidemment. Je ne peux pas dire. Parce que c'est un personnage hors du commun. Mais là, ça ne me satisfaisait pas complètement. Et puis, je ne devais pas satisfaire les groupes aussi. Et voilà, après, je suis allé encore à ma recherche. Est-ce qu'on peut dire que tu étais en recherche d'un enseignant qui puisse, à l'image de ce Swami dans la jungle, mais qui puisse faire la transition entre la tradition on va dire, un chemin balisé de ce que pourrait être cette quête de l'éveil, et puis en même temps, quelqu'un qui pourrait te permettre de comprendre comment appliquer en Occident, avec une vie familiale, dans la société. Est-ce que c'est ça qui, quelque part, pour toi, était le fil conducteur? Je pense qu'aussi au départ, il y a la quête du père. Mais bien sûr. Parce que ce que je n'ai pas reçu dans l'enfance, si tu veux, mon père n'avait pas la capacité. Et donc après que je me suis mis à lire tous les ouvrages de philosophie, etc., et puis à un moment donné, j'étais toujours en quête du père quand même, quelqu'un qui m'enseigne, pas seulement pour m'enseigner, mais pour me faire grandir en tant qu'homme, en tant que personne. Et notamment cet homme-là qui était psychiatre a été important pour moi. Tu vois. Et après, bon, mais il y avait les deux qui étaient comment dire... juxtaposés, c'est enlacés, oui, bien sûr. Mais je reviens encore sur cette idée que si tu n'es pas resté, c'est parce que tu souhaitais ce qu'on appelle... D'ailleurs, dans les 2 livres, je crois que c'est Vie ta vie, tu abordes la question du maître, de l'enseignant et du disciple. Est-ce que tu estimes que sur cette voie de la connaissance de soi, est-ce qu'il serait essentiel d'avoir un maître? Voilà, on l'appelle maître, on l'appelle gourou, on l'appelle enseignant, on l'appelle accompagnateur, guide, on lui donne le nom qu'on veut. Mais est-ce que pour toi c'est essentiel? C'est important en tous les cas, parce que tu as affaire à quelqu'un qui peut quand même
t'indiquer les choses. Voilà. Mais après, il faut t'en libérer. Il faut que lui-même va te libérer s'il est un véritable maître. Il va te libérer de lui. Il va te laisser agir seul, tu vois, faire ta voix. Mais je pense que c'est bien si on en a un qui peut indiquer tout de même un peu le chemin, tu vois. Alors toi, t'en as eu finalement pas un, mais plusieurs, avec toutes Oui, les oui, non, rencontres non, que tu moi as j'en ai faites. eu plein. J'en ai eu plein, j'ai eu des gens formidables. Mais de tout calibre, je veux dire. Et de toute couleur. Pas seulement la forme de yoga ou de sagesse orientale, mais ça peut être l'Occident aussi. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes. Bien sûr. Ah non, j'ai une panoplie inimaginable à ce côté-là. D'ailleurs, tu fais mention de ces fameux pouvoirs, les CDs qu'ont Oui. ces maîtres ou ces êtres, ces sages, ces êtres éveillés. Mm. Tu mentionnes que, tu l'as dit déjà tout à l'heure plus ou moins, mais j'aimerais qu'on vienne dessus parce que une des questions qui revient régulièrement, c'est si ces êtres sont capables de tels miracles, à l'image de Jésus, de ce qu'on peut en dire, pourquoi n'interviennent-ils pas plus que cela dans la vie de leur entourage, avec la misère qu'il y a auprès des gens qu'ils suivent? Pourquoi laissent-ils faire tout ce qui a lieu là, comme misère? Et je ferai en même temps écho à la Mazerou que tu rencontres en Corse, et on va pouvoir développer ce que c'est, de cette femme à qui tu poses clairement la question de savoir si elle a certains pouvoirs, certains dons, et dans quelle mesure elle s'en sert. Et sa réponse, par contre, a été très intéressante par rapport à... Mhm. Enfin, je te laisse répondre. C'était quoi sa réponse? Je ne sais plus. Alors, je vais y venir, mais Oui, oui. en dehors d'elle, pour ce qui est des autres, pourquoi, d'après toi, est-ce qu'il... Ben, même le Christ, enfin le peu que j'ai lu, disait vous pourrez faire encore mieux que moi. Ce que je fais, vous pourrez le faire encore mieux que moi. Mais maintenant, ils l'ont peut-être pas fait, je n'en sais rien. Mais je pense que, et bon, et Ramana Maharshi qui ne touchait pas aux choses, comme je t'ai dit tout à l'heure, il laissait les choses se faire. Et peut-être c'est ça, c'est-à-dire que, par exemple, moi, si je vais faire la guerre ou je sais pas quoi, peut-être qu'on aurait pu me faire éviter, mais peut-être que ça m'a appris quelque chose. Donc, c'est très difficile. Moi, j'ai entendu déjà des gens qui disaient, oui, un Dieu pareil, c'était catastrophique, qui fait que les enfants meurent en bas âge, c'est malheureux. Bon, j'en ai vu en Inde, c'est évident, hein. J'ai pas dit que c'était bien. Mais là, on peut pas répondre avec notre morale comme ça, tout simplement, d'humain, d'être ordinaire. Il doit y avoir des raisons, mais je ne les sais pas. Mais il y a tellement de malheurs, tellement de choses que, évidemment. Mais peut-être c'est pour essayer de prendre conscience de tout ça et d'essayer de se transformer en tant qu'espèce. On ne sait pas, tu vois. Et donc, il ne touche pas en général. Tu as eu Même l'occasion... le Christ, finalement, il a eu quoi? 12 disciples, je m'excuse, mais il a fait des miracles comme ça, mais il n'a jamais dit aux gens comment faire. Et aux 12 disciples, il a dit, vous ferez encore mieux que moi. Puis j'ai bien compris. Hein. Lorsque tu mentionnes les différentes pratiques techniques, alors tu nous parlais du Hatha Yoga que tu as eu l'occasion de pratiquer, d'enseigner. En même temps, dans Verticalité, tu fais mention de toutes sortes de pratiques diverses. Alors je les énumère et la question sera de savoir pourquoi est-ce que tu les as mis là. La Kundalini Yoga par Swami Padmanabha Pillai, le Kriya Tantrique et le Kriya Yoga. Est-ce que c'est la même chose? Je te pose la question. Non. Le théâtre art total, et ça on y reviendra juste après. Donc toutes ces différentes pratiques de Kundalini, de respiration diverses et variées, pourquoi avoir mis ça en avant? Parce que toi-même t'as lâché tout ça. Donc pourquoi l'avoir glissé dans ton livre? Oui, mais parce que j'ai voulu parler de ces moments-là, si tu veux, de ma rencontre avec Swami Padmanabha Pillai. Donc j'ai écrit le texte bien plus tard, en fait, si tu regardes la date, tu vois. Et donc je parle de ces rencontres-là. Donc j'ai rencontré Padmanabha Pillai, évidemment. Lui, il enseignait à très peu de gens, mais enfin le Kundalini Yoga, mais une technique très particulière que j'ai jamais rencontrée par ailleurs. Bien. Et à cause de lui, il avait un maître, évidemment, qui vivait assez éloigné c'était dans le Kerala, évidemment, la ville, je ne sais plus le nom de la ville, mais bon. Et donc, assez loin, et où vivait son maître, etc. Et avec tous ses disciples, c'était un ashram où il faisait d'ailleurs de l'Ayurveda, il soignait par les plantes.
Et les gens que j'ai rencontrés là, cet ashram, c'était comme une météorite, quoi. Les gens étaient magnifiques, c'était incroyable, des yeux, mais alors brillants, etc. C'était formidable. Seulement, là aussi, on m'avait dit, si vous voulez rester là, c'est définitif, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Mais, en tous les cas, ce maître que je n'ai pas connu parce qu'il était décédé, mais enfin, il enseignait cette technique. C'est une technique particulière, une respiration très particulière que je n'ai jamais vue ailleurs. Que tu as pratiqué? Que j'ai pratiqué un peu, oui, mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même très dangereux, quand même. Hein. Ouais, ça pouvait te faire exploser la tête, tout de même. Rien que par une technique de respiration particulière. Et oui, parce que si tu respires d'une certaine façon, tu sais bien que ça tape sur le front, sur le cerveau, quoi. Hein. Et donc là, il faut être vigilant. On n'est pas Jacques Mayol, tu sais, qui faisait de l'apnée, là. Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, lui, il s'est suicidé, c'est autre chose, mais hein, voilà. Donc, à un moment donné, c'est dangereux quand même, parce que bon, j'ai connu un autre qui faisait de l'apnée encore, c'était encore, qui a été champion du monde, mais après, il a eu vraiment le tympan ouvert et tout le reste. Hein, c'est pas. Ouais, c'est pas des outils à mettre dans les mains de n'importe qui. Ouais, non, voilà. D'ailleurs, tu le précises, hein, beaucoup de gens à lui venaient à lui auxquels il prodiguait des soins. Ouais. Et il dit aussi que cette technique étant tellement puissante qu'il fallait quand même avoir un certain degré, je dirais, d'ouverture ou de conscience pour pouvoir la pratiquer. Oui, C'était pas envers n'importe qui. oui, tout à fait. Et alors lui, il avait un petit institut également où il faisait les massages traditionnels, et voilà, et tous les marmas, tout ça, les points de corps, parce qu'il avait fait beaucoup d'entraînement à cette époque-là. C'est à cette époque-là, en son œuvre, que j'ai découvert le Kalaripayat, qui est l'art martial indien. Mais à cette époque-là, c'était pas connu. Et donc j'avais rencontré le maître Kalaripayat, mais il n'était pas question que je fasse du Kalaripayat. Il faut commencer à 7 ans, enfin, tout ça, quoi. C'est à cette époque-là que j'ai connu aussi les théâtres traditionnels, le Kathakali et tout le reste. Et les écoles, surtout dans le Kerala, surtout les écoles de Bharatanatyam, qui sont la danse indienne, bon, que tu connais avec les signes, Les mudras. les mudras, oui, tout à fait. Et donc, il était magnifique, ce prof de Kalaripayat. Et donc, Panamapillai avait étudié dans sa jeunesse. Donc, il pratiquait toutes les sciences traditionnelles, Ayurveda et tout le reste, Siddha médecine et tout le reste. Alors, est-ce que... Il est décédé maintenant, il y a très peu de temps. Puisque tu as eu l'occasion de pratiquer cette Kundalini Yoga et d'autres pratiques auxquelles tu t'es essayé, est-ce que ça c'était avant que tu rencontres ce Swami dans la jungle est-ce que tu pratiquais encore le yoga à ce moment-là? Est-ce que tu l'enseignais encore? C'était après que j'ai rencontré le yogi dans la jungle, oui. C'est tout à fait. Mais pas très peu de temps après. Qu'est-ce que, pour toi, ces outils, si je puis dire, dans quelle mesure tu estimes qu'ils sont importants? Ce que je veux dire par là, c'est que, puisque tu as eu l'occasion de pratiquer intensément le Hatha Yoga, d'avoir lâché l'affaire suite à cette rencontre avec ce Swami, et de retrouver après le Kundalini Yoga, le Kriya Tantrique et Kriya Yoga, j'aimerais que tu puisses nous en dire quelques mots. Toutes ces différentes pratiques que tu as eu l'occasion d'expérimenter, est-ce que tu en fais encore aujourd'hui? Et à cette époque-là, quel était l'intérêt pour toi de le faire? C'était juste d'expérimenter, de voir ce que ça pouvait amener? Non, pas seulement d'expérimenter sûrement, mais je pensais que j'arriverais quelque part en faisant tout ça, évidemment, que j'atteindrais le but que je recherchais. Qui était l'éveil? Non, bon, je vais dire un truc classique, que dirait même Ramana Maharshi, mais l'autre moi, si tu veux, on va dire comme ça, très rapidement. Et donc, je m'apercevais que quoi que je fasse, bien, en forçant, je n'arrivais à rien. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais lâcher pour savoir qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien. C'était ça ma question après. Que reste-t-il quand il ne reste plus rien? Alors, à quoi servent toutes ces pratiques? Elles servent pour des tas de raisons. Elles servent à avoir des poumons meilleurs, elles servent à un mieux-être meilleur, un bien-être meilleur. Mais on est toujours dans le bien-être, dans le mieux-être, si tu veux. Est-ce que ça contribue pas justement aussi, en dehors du côté bien-être, à
avoir, on dit, un corps sain dans un esprit sain. Alors, est-ce que les maîtres sont forcément ou les sages, des personnes qui sont euh, à l'image que l'on a de ce swami dont tu parlais, hein, manger des feuilles, être pur, entre guillemets. Est-ce que ça correspond à cette image-là? Et pourtant, il y a eu d'autres enseignants. Il y a toutes sortes de formes. Mais je ne crois pas que le véritable enseignant, il est uniquement dans le mieux-être et le bien-être, hein. Il vaut mieux être malade et avoir trouvé que d'être pas malade et de trouver rien. C'est ça l'idée, tu vois. Il y a des gens qui se portent bien, mais bon, voilà. Mais c'est toujours le même point. Puis il y en a d'autres qui sont malades, je ne sais pas, et qui ont trouvé l'essentiel. D'ailleurs, Tu peux essayer d'arranger les deux si tu veux, mais voilà. en tout cas, pour toi, Mais moi, arrêté. c'était pas l'idée de mieux-être ou bien-être avec le Kundalini ou le Kriya Yoga. J'ai pratiqué le Kriya Yoga. Mais là aussi, je sentais que, bon, évidemment, ça me donnait de la force, voilà, beaucoup de choses, mais que je n'aboutissais pas non plus. Hein, j'avais travaillé notamment avec un homme qui s'appelait Satyananda, qui est mort maintenant, qui était un peu connu, il finit par être connu. Mais c'était très intéressant, mais parce que moi j'étais toujours en recherche jusqu'au jour, et, et donc si tu es en recherche, tu pratiques, tu essaies de faire, tu vois, c'est le faire. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais alors finalement, où est-ce que je vais dans tout ça, tu vois, c'est ça. Où suis-je? Et moi là-dedans. Est-ce que ces différents exercices ou pratiques ne t'ont pas amené à des expériences de conscience altérées, modifiées, Non, qui j'ai t'ont fait jamais, toucher du doigt certaines choses? non, j'ai jamais cherché ça. Et même quand j'avais travaillé avec Goenka, donc Goenka, le grand maître Vipassana, qui Vipassana, nous a quittés il y a 4 jours, là. ah ben ça je savais pas, oui, tu Bah, je vois, l'ai appris aujourd'hui. ouais, très bien. Non. Et un homme que, bon, c'était dans les années 70 aussi, mais il venait oh, je crois qu'il venait d'arriver de Birmanie il y a pas longtemps, quoi, pour enseigner ce fameux bouddhisme Hinayana de Vipassana, qui avait disparu de l'Inde, évidemment, comme tout le monde sait. Mais j'ai adoré ce gars-là. Il était vraiment formidable, quoi. Puis on travaillait 14 heures par jour et tout. Et là, bon, déjà, ça se rapprochait plus parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Juste à être observateur, en gros. Mais il fallait l'être. Parce que je ne sais pas comment toi tu as fait, mais lui, il avait sa lampe, tu vois. Alors il sentait quand quelqu'un. Ah, je n'ai pas connu ça, bon, j'ai jamais rencontré. Il te l'envoyait dans la figure. Ah oui, mais c'était sympathique, c'était pas violent du tout. Mais au bout de 14 heures, au bout de 10 jours, etc., j'en pouvais plus des fois, hein. Je pouvais plus, il fallait rester là, immobile, hein, tu sais. Donc ça a été important, mais bon, je voulais toujours essayer d'aller plus loin, quoi, voilà l'idée. Alors, qu'est-ce que tu as, à travers ces pratiques, qu'est-ce que tu as compris sur, peut-être, sur la manière dont tu fonctionnais, ton esprit, ta conscience, tes pensées? Est-ce que tu as, parce qu'on ne peut pas pratiquer, enfin peut-être que je m'avance, hein, mais tu vas me dire, on ne peut pas pratiquer tout ce que tu as eu l'occasion de pratiquer sans approfondir la connaissance de comment on fonctionne et de ce qui nous habite en nous. Bien sûr, il y a un moment où les choses se déclenchent un peu. Tu commences à avoir quelques jaillissements comme ça. Donc effectivement, même en faisant le rapport avec le théâtre, tout ça, la présence de l'acteur sur scène, tout ça, je le ressentais aussi dans la vie, si tu veux, évidemment. J'avais commencé à comprendre ce qu'était une présence réelle. Et cette présence réelle, même de l'acteur, me faisait comprendre la présence au sens où certains sages en parlent, cette présence. Et ça a été capital pour moi. Alors, à quel moment? Là, tu touches ça du doigt, t'en es où dans ton parcours entre la France, l'Inde, avec mais, Diana, t'en es où dans cette histoire? Tu arrives à toucher ça sur cette notion de l'appréhension de la présence. oui, Parce que déjà avec le yoga, on peut dire que tu as cette notion-là peut-être. bien sûr, je l'avais, mais elle vient, elle part, si tu veux. Et tu voudrais qu'elle soit permanente? Ah oui, et bien sûr. Mais elle est permanente. Oui. Alors, c'est quoi le leurre dans cette histoire? Si elle est permanente, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment de la perdre? Parce que d'abord, comme dans toute chose, il nous faut chercher avant de nous rendre compte des choses. C'est clair, nous faut expérimenter. C'est comme un enfant, il faut qu'il expérimente des trucs et à ce moment-là, il fait ou il fait pas.
Et là, pour apprendre les choses dans la vie, et que ce soit l'armée, que ce soit n'importe quoi, il faut expérimenter. Et donc moi j'ai expérimenté à peu près tout. Et à ce moment-là, tu arrives à cette chose qui est, qu'y a-t-il quand il n'y a plus rien, quand il ne reste plus rien. Voilà. Et à ce moment-là, tu fais un tel recul, que la logique voudrait que tu t'es trouvé toi-même. Voilà. Oui, on va faire une respiration. Je rappelle avec nous Charles Anthony pour deux livres. Verticalité, vie, ta vie aux éditions Charles Anthony, l'originel. Charles, on va faire une petite respiration musicale avant de continuer cette émission. Et Charles Anthony, notre invité ce soir. On va aborder une part importante de la grande scène de la vie que nous jouons tous sans le savoir, en tout cas pour la plupart, notamment avec le théâtre Art Total que tu découvres là aussi en Inde. Alors toi qui as eu l'occasion de suivre justement des cours pour être acteur, euh, la distinction, elle est quand même importante. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu découvres en Inde sur la notion du théâtre en comparaison de celle qu'on nous enseigne dans les écoles d'art de théâtre en France? Alors premièrement, le théâtre, disons, traditionnel, hindou, même japonais, finalement, c'est un théâtre sacré. Ici, ce n'est pas tout à fait un théâtre sacré, c'est un théâtre, ça peut être bien, mais c'est un théâtre personnel, tu vois. Et par exemple, un acteur dans le Kathakali, euh, tu sais peut-être le nom de l'acteur qui est derrière le masque, mais sinon tu ne le vois pas. Donc tu vois pas ses tics, etc. Tu vois, ici, beaucoup, nous jouons avec les acteurs, que ce soit Belmondo ou d'autres, ils ont leur propre tic, et c'est ce qui fait la différence entre l'un et l'autre. Et puis à un moment donné, comme les professionnels, bon, ils appuient sur ce tic, si tu veux, tu vois, pour montrer leur différence. Dans cet état, moi je ne dis pas que le théâtre ici est nul, mais ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas le même objectif, tu vois. Et là, ça s'adresse donc aux spectateurs, le théâtre Kathakali ou Kodiatam. Kodiatam, c'est encore plus puissant, mais euh, là, le spectateur rentre dans une autre forme de communion, ce n'est pas la même. Ce n'est pas forcément un théâtre de distraction, c'est ça. Par exemple, dans le Kodiatam, si tu veux, un acteur peut tourner l'œil, et ça peut prendre un quart d'heure. Un quart d'heure. Donc il faut que le spectateur soit prêt à recevoir cette chose-là. Pendant un quart d'heure, il regarde simplement de l'acteur, tu vois. Donc ici, je pense pas que ça pourrait se faire. Alors le but est d'inviter le spectateur à quoi? Le rôle de l'acteur finalement, son rôle c'est de... Alors je sais pas s'il y a une prétention à réaliser une sorte de transcendance vis-à-vis du public, une sorte de catharsis peut-être, comme les Grecs l'envisageaient. Tout à fait, oui, oui, ça, c'est possible, mais en même temps, c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que tout ce qu'on on montre, toutes les histoires que l'on montre, etc., c'est un peu comme Shakespeare, c'est toutes les différentes facettes de la vie, hein, et c'est à travers ces facettes-là que tu comprends le monde dans lequel on vit. Tu vois, Shakespeare, il y a tout dans Shakespeare. Et donc, disons que là, c'est déjà une autre forme de théâtre. Après, comment on le joue maintenant, je ne sais pas, mais disons, Shakespeare, c'était un haut niveau. Et donc, le théâtre traditionnel, c'est pareil. Mais tu as tous les enseignements de la vie, à toi de les prendre et d'en faire quelque chose. Mais tout y est donné. Pour Tu celui vois, qui sait voir, qui sait voir. observer. Oui, observer. Mais même si les gens sont des gens simples qui vont aller à ce genre de spectacle, et quelque part, ils sont pris. Ils fonctionnent dans la chose, tu vois. Tu as eu l'occasion d'y assister? Ah oui, oui, Katakali, bien sûr. Mais ça dure toute une nuit. Et bien sûr, c'est très... Oui. Ben oui, comme quand j'étais là-bas en 69, et j'étais toujours acteur d'une certaine manière. Donc j'ai pu rencontrer des gens et voir des spectacles, bien sûr. Alors la métaphore, ou ouais, je sais pas si on peut... la comparaison en tout cas de cet art sacré du théâtre tel que tu le mentionnes, Hmm. avec
cette autre scène de théâtre qui est notre vie. Et oui. Quelles est donc les passerelles qu'on pourrait faire entre l'un et l'autre? Mais déjà, si tu veux, dans le théâtre traditionnel, katakali ou le no japonais, etc., c'est que l'acteur, comme je t'ai dit, l'acteur en tant que tel, tu ne le vois pas, c'est le personnage que tu vois. Donc, l'idée, c'est que cet acteur, si tu veux, comment dire, il est lui-même et le personnage. Et il ne se prend jamais pour le personnage. Comme je te disais peut-être, l'acteur qui joue Othello ne va pas tuer Desdemone. Mais il fait croire, bien sûr, pour qu'on puisse applaudir, pour que le spectateur puisse applaudir, il faut vraiment que le jeu soit fait à fond. Mais quand il sort de scène, personne n'est mort, l'acteur n'est pas mort, et pourtant, on le, on l'a cru. On l'a cru pendant qu'on regarde le spectacle. Donc on voit bien qu'il y a deux choses. Il y a le personnage et il y a l'autre, disons, l'essence. Il y a le personnage et l'acteur derrière qui, lui, représente l'essence de soi-même. Donc comme dans notre vie, nous pouvons jouer des tas de personnages, mais en sachant que nous ne sommes pas ces personnages. Et c'est ce que disait Sartre, le problème. Quand il voyait un garçon de café, il disait, voilà, ce monsieur se prend pour un garçon de café, tu vois. Et finalement, tu es identifié à ça. Donc ça devient terrible. Après, si tu es identifié, tu es chauffeur de taxi, pourquoi pas. Mais tu peux être identifié à ça. Alors, Et donc, dans quelle mesure le fait de s'identifier au rôle que l'on joue, ben oui, au rôle de père, au rôle de sa position sociale, de son travail, son rôle en tant qu'ami, en tant que compagnon de route oui. d'une femme, ou que sais-je, en quoi est-ce que ou ça serait un problème que de s'identifier au personnage que l'on joue? Ben, si tu t'identifies vraiment au personnage que tu joues, style le père, et tu as des croyances, donc à ce moment-là, tu vas imposer ces croyances à ton enfant, alors que c'est les tiennes. Mais lui, tu ne le laisses pas vraiment libre, donc ton personnage prend de l'importance, et si l'enfant ne fait pas ce que tu désires qu'il fasse, tu lui en veux, tu vas le frapper, je ne sais pas. Beaucoup de choses comme ça. Alors que si tu sais que tu as le rôle de père, ça c'est évident, tu dois être là, attentif, bien sûr. Mais qu'en même temps, si tu sais que tu n'es pas que le père, et tu laisses l'autre libre. Et l'enfant doit avoir une certaine liberté pour trouver sa voie lui-même. Donc le rôle Sinon, de... on devient formaté. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est que dès le départ, dès qu'on est, on commence à être formaté. C'est ça l'idée. Donc tu es formaté quand tu es tout petit, on t'apprend ça et t'apprends ça, suivant les données que tu as. Et puis petit à petit, c'est l'école. Et l'école te formate encore. Et puis après, c'est l'église, après c'est... Enfin, etc. Ça n'arrête jamais. Et donc, si tu joues le vrai rôle de père et si tu es autre chose, tu vas apprendre à l'enfant, si tu veux, et à l'adulte et à celui qui grandit, l'adolescent, de devenir lui-même. Peut-être pour les auditeurs, en quoi le fait de ne pas s'identifier au rôle de père permettrait à l'incarnation de ce rôle de père d'être, on va dire, plus flexible, plus dans l'acceptation de ce qu'est l'enfant. C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, on pourrait très bien se dire, bah, le rôle de père, c'est d'éduquer son enfant. Alors, quelles seraient les valeurs de ce rôle de père et non pas cette identification au père? Si tu vois la distinction Oui, dans la oui, question. non, Ouais. bien sûr. Oui, oui. Mais éduquer, ça veut dire que tu apprends à l'enfant aussi les règles de la société, il va vivre dans la société, c'est vrai. Il lui apprend les règles de la société. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu sors des règles de la société, tu rentres dans la culpabilisation. Et c'est pas ça qu'il faut. Donc tu lui apprends les règles, mais tu sais qu'il peut aussi en sortir. Et puis surtout que dans ces règles-là, il doit trouver son propre cheminement. C'est ça. Bon, s'il veut aller à l'université, ok, tu vas l'aider à l'université. Mais si tout à coup il dit, moi je suis pas fait pour l'université, tu dois voir autrement. Tandis qu'il y a des gens qui, absolument, tant qu'ils seront pas médecins au bout de 7 ans, le père ne démord pas avec cette histoire, tu vois. Donc pour toi, d'avoir conscience du rôle, donc de ne Oui, pas s'identifier au rôle, permet de laisser l'autre libre oui. d'être. Et à ce moment-là, tu fais ton vrai travail de père.
Qui est d'accompagner. Et qui est d'accompagner, tout simplement. Et est-ce que c'est pas quelque part, en même temps, le fait d'accompagner, est-ce que ce n'est pas valable pour tous les rôles que l'on est censé jouer? Pareil, tout à fait. Oui. Alors, qu'est-ce qui reste finalement si tous les rôles ont la même, je veux dire enfin pas la même chose, mais ont la même volonté d'accompagner? Et qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire qu'on peut plus distinguer le rôle du père du rôle du compagnon de la femme pour ce qui est de l'homme, ou du rôle de l'ami, ou finalement il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de cases. Non, il y a que les cases extérieures, bien sûr. Un père, c'est un père, une amante, c'est une amante, une femme, c'est une femme, tu Une vois, étiquette quelque part. quelque part. Mais dans le fond, derrière tout ça, qu'y a-t-il? Tu vois? C'est ça. Mais après, si tu es marié, tu joues ton rôle de mari, il n'y a pas de problème. Hmm. Mais tu dois aussi laisser l'autre libre. D'accord? Dans Verticalité, tu as plusieurs pages consacrées aux aphorismes. Alors j'en ai retenu quelques-uns. Je voudrais voir tes commentaires, bien évidemment. Oui. À aucun moment je ne me déplace, seul le monde se meut autour de moi. Oui. Et bien sûr. Regarde. Non, bien sûr, mais je vais expliquer pourquoi. La première fois où j'étais allé en Inde, je me suis trouvé à l'aéroport de Bombay. J'ai passé un certain temps en Inde et un beau jour, je me suis retrouvé à Bombay, au même endroit, mais cette fois pour aller dans l'autre sens. Bien. Et je me suis dit, mais est-ce que je me suis vraiment déplacé? Et ça a été une question à ce moment-là. Est-ce que je me suis déplacé? Alors l'idée, c'est que, mais je ne me déplace jamais du fait que, effectivement, je suis là avec toi, c'est évident. Quand je serai là-bas, mais je serai toujours avec moi. Là, je suis avec moi. Et quand je serai là-bas, mais je serai encore avec moi. Et je suis toujours avec moi. C'est un peu comme dans un train, tu es assis, le train démarre, et tout à coup tu te dis, mais attends, est-ce que c'est le paysage qui se déplace ou pas? Et puis tout à coup tu t'aperçois que effectivement, c'est le paysage qui recule. Et toi, tu ne te déplaces pas. Tu ne bouges pas. Tu es toujours sur ton siège, au même endroit. Mais on te dit, bon voilà, maintenant tu es arrivé au Havre, ou je ne sais pas où. Mais en fait, tu es au même endroit, toujours. Et donc ça a été une révélation pour moi, c'est de voir que jamais je ne me déplace, je suis toujours dans le même lieu, au même lieu. Je suis toujours avec moi. Avec toi, oui. Ça, c'est la ça, distinction bien sûr, particulière. bien sûr. Et en quoi est-ce que le fait d'avoir cette vision-là, pas tant une compréhension, mais si ce n'est de le ressentir dans ses tripes, que finalement, je suis toujours avec moi et que moi, je suis toujours là, quoi. Et que seul le paysage bouge. En quoi est-ce que ça amène un changement peut-être dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça amène d'avoir le sentiment finalement que c'est le paysage qui se déplace autour de soi et que nous, finalement, on est comme une sorte de point fixe? Bien sûr. Mais déjà, quand tu te déplaces, par exemple, je sais pas moi, tu marches sur un trottoir, et si tu regardes le trottoir, vraiment, hein, et toi tu avances, d'accord. Tu regardes le trottoir, et tu t'aperçois que c'est le trottoir qui recule. Oui, un peu comme si tu étais au milieu d'une rivière et que le courant, tu le voyais, une branche qui arrive, Ça fait. et que ça vient, ça passe, et Oui. ça te dépasse. Voilà. Tu vois, c'est le trottoir recule, et moi je suis toujours au même endroit. Et qu'est-ce que ça change concrètement? Ben, ça change toute la vision du monde. Pourquoi? Ah, pourquoi? C'est-à-dire que tu restes, pourquoi dans le sens, pas, je ne sais pas si c'est pourquoi, mais disons que tu restes si tu veux pas rester dans l'ignorance, la vraie ignorance, je parle pas d'être paysan ou de quoi que ce soit, c'est pas ça. Je parle d'une autre forme d'ignorance. Il faut sortir de ça, il faut réfléchir autrement, tu vois, et c'est ça. Et donc, pourquoi, je ne sais pas, mais l'idée c'est que tu sors de cette ignorance-là. Mais en quoi le fait d'avoir cette perspective, je vais la formuler autrement, en Oui. quoi le fait d'avoir cette perspective sur la vie Oui. amène à... Alors, est-ce que c'est positif, j'en sais rien, est-ce que ça amène plus de recul, je n'en sais rien, en quoi le fait d'avoir ce regard permet de changer les choses, j'allais dire peut-être, alors pas tant au mieux parce que ça veut rien dire, mais vis-à-vis de ta quête, parce qu'on est toujours dans cet esprit de cette quête. Oui. Dès le moment où tu as ce regard, et pas tant une compréhension, mais ce regard, Oui. qu'est-ce que ça change pour toi? Mais ta vision du monde commence à changer. Tu ne vois plus le monde tout à fait de la même manière.
tu vois. Et donc tu réfléchis sur cette vision du monde et qu'on t'a plus ou moins inculqué depuis que tu es enfant, encore pareil. Donc ça, c'est solide, etc. Toute cette table est solide, ceci, cela. Et puis finalement, à force de réflexion, tu dis, mais c'est pas si simple que ça, tu vois. Et que donc, toute ta vision du monde change. D'ailleurs, suite à cet aphorisme, hein, donc je la répète pour les Oui, auditeurs, à aucun moment je ne me déplace, seul le monde se meut autour de moi. oui, J'aimerais faire part là du livre Vie ta vie, où tu parles de la goutte d'eau. oui. Alors je vais lire un petit peu pour les auditeurs. Comment entrer dans cette perspective, on est encore sur une notion de regard sur les choses, hein, où le monde qui nous entoure n'est plus perçu comme quelque chose d'extérieur à soi, et comme ne possédant pas de nettes solutions de continuité, cette sensation du corps avec laquelle les contours ne peuvent être véritablement définis, voir est sans doute la clé. C'est cette vision, non pas de l'œil, mais de chacune de nos cellules qui peut permettre cette perspective. Mais, si cette nette solution de continuité n'existe plus, suis-je l'univers? Si oui, je suis d'une immensité sans fin, invraisemblablement. Comment ce point-là, qu'on appelle moi, pourrait-il contenir cette immensité? Le cerveau subit ici un véritable renversement. La parabole de la goutte d'eau rejoignant l'océan me paraît être une illustration parfaite pour retranscrire cette impression. La goutte d'eau contient l'océan, elle est partie intégrante de l'océan. Oui. Tout à l'heure, tu me parlais, bon, de vipassana, ou je ne sais pas, et de la sensation, oui, du corps. Donc tu parlais de la sensation du corps. Bien, si tu prends ton corps, le mien, qui est un corps quelconque, tu vas t'apercevoir que ton corps ne s'arrête pas forcément à ce que tu vois. Et tout ton corps ici a des effluves qui partent et qui s'allongent comme ça. Et donc tu t'aperçois petit à petit que c'est beaucoup plus important que simplement penser que mon corps s'arrête ici, à mon bras, à mes jambes, comme ça. Non, il y a des effluves, il y a des énergies qui sortent, il y a, enfin, des chaleurs, il y a des... On ne les voit pas forcément à l'œil nu. Bien sûr qu'on ne les voit pas. Mais tout ça fait partie. Donc à un moment donné, il n'y a plus de nette solution de continuité. Tu n'es plus séparé. Tu ne peux plus dire ça c'est l'extérieur de moi ou ça c'est l'intérieur de moi. Formellement, nous pouvons dire voilà, ça c'est moi et là-bas c'est l'extérieur. D'accord. Mais en réalité, on voit bien que tout ça euh, se s'entrelace, quoi. Hein. Il n'y a pas de... Tu vois? À quel moment tu as cette perspective-là? Que pour toi tu la touches du doigt ou qu'elle te... Alors si je te pose cette question, Oui. c'est en rapport avec cette notion de présence dont on parlait tout à l'heure, qui est là à certains moments et puis qui n'est plus là après. Et que ta quête, c'était de savoir peut-être comment faire en sorte qu'elle soit tout le temps là. Et pourtant, elle est tout le temps là. Comme si quelque part on l'avait oublié qu'elle était là. Cette notion de présence à soi. Et à l'image de la goutte d'eau et de l'océan, comment faire en sorte, peut-être, une fois que tu as, on va dire, cette perspective que mon corps, finalement, ne s'arrête pas à l'effleurement de ma peau, mais qu'elle va beaucoup Ouais. plus loin, et que peut-être dans ce cas-là, l'arbre, les objets et les formes autour de moi, voire l'autre, est une continuité de moi-même. Est-ce qu'il n'y a pas en même temps, comme tu parles de... Je vais reprendre le terme hein, Ouais. exact que tu dis, le cerveau subit ici un véritable renversement. Donc ce renversement peut être euh, comme une déflagration, quelque chose Bien sûr. qui peut amener, pourquoi pas peut-être, je vais jusque-là, jusqu'à la folie, à savoir finalement, Voilà, c'est qui possible. suis-je? Suis-je tout ce qui est? Mais comment puis-je être tout ce qui est? Et en même temps, comment comprendre, saisir que je suis en même temps ce corps? Est-ce que je suis réellement ce corps? Comment je puisse être les deux en même temps, mais à l'image de la goutte et de l'océan? Donc comment associer l'un et l'autre Bien sans, sûr. sans péter un plomb? Oui. Mais, tout simplement, bon, là, je suis assis sur une chaise, on est d'accord? Et je sens mes fesses. Et je sens le siège. Est-ce que c'est dissociable? Difficile. Bien. Maintenant, avec ma main, je vais toucher ce bureau, je ne sais pas, et je vais dire, je sens le bureau. Bien. Je retire la main.
Mais la sensation, elle est uniquement dans mes doigts. Tu comprends? Elle est uniquement dans mes doigts. Sans mes doigts, je ne peux pas sentir, évidemment. Mais, en fait, je ne suis pas sûr de pouvoir sentir le bureau. Ce que je sais, c'est qu'en appuyant comme ça, je sens mes doigts. Tu comprends l'idée? Je sens mes doigts. Je sens mes doigts. Et seulement peut-être que quand tu prends une rose et que ça pique, bah, tu sens que sur tes doigts ça pique. Eh oui. La Tout à fait. distinction est. Ah Il oui, y a non, une non, nuance, elle est forte, hein, elle est bien importante. sûr, très important. C'est pour ça que je disais toujours, et sans doute je l'ai dit avec toi, si tu as affaire à quelqu'un que tu dois, je ne sais pas, pour telle ou telle raison, prendre dans les bras, serrer et sentir tout ça, il faut que tu saches que quand tu touches la personne, c'est toi que tu touches en réalité. Hein. C'est ça. Donc tu ne peux pas faire n'importe quel geste. Tu ne peux pas agir n'importe comment. Là, tu deviens précautionneux par rapport à toi-même, pas par rapport à l'autre. L'autre, il est ce qu'il est, mais toi, par rapport à toi, tu commences à avoir de l'estime pour toi, et donc tes gestes ne peuvent pas Tu te être donnes du bien. désordonnés, mais bien Tu te sûr. donnes de l'amour. Et voilà, tu comprends? Et pas parce que l'autre, c'est une belle femme, ou je ne sais pas quoi. Donc à travers cette perspective, la notion de nous sommes tous un n'est pas qu'une théorie, elle devient quelque part, là pour le coup, tangible. Il devient tangible. Mais de la même manière, c'est-à-dire que déjà, sans arriver à cet état-là de posséder l'humanité, si tu veux, mais déjà quand je suis sur mon siège, le siège et mon corps ne sont pas séparés. Donc, à ce moment-là, du fait que je respecte mon arrière, si tu veux, je respecte également le siège. Parce que sans le siège, je ne pourrais pas m'asseoir. Donc, il faut presque lui dire merci. Merci au siège, ouais. Mais Merci oui, à tout, d'ailleurs. merci à tout. C'est clair et net. Merci à tout ce qui nous arrive. Donc quelque part d'être conscient, parce qu'on en revient à la conscience, mais on développera ça encore une fois, on va tourner en rond un peu ce soir. Mais d'avoir conscience de ça, c'est d'une autre manière formulé comme rendre grâce pour chaque instant, car chaque instant de ce que je peux ressentir avec mon corps, mais pas uniquement ressentir physiquement, ça peut être aussi voir, Bien sûr. sentir avec le nez, entendre. Tous les sens finalement deviennent des portes d'entrée où il y a une continuité de ce moi-même, ou en tout cas de l'essence qui se trouve ici, maintenant, là, présentement, mais qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas uniquement ce corps. Ah non. Je ne suis pas arrêté uniquement à ce Je ne corps. suis pas seulement un morceau de viande, c'est clair. Même si je me fais bronzer à Monte-Carlo et cuire. Donc le corps, il est juste porteur. C'est comme on dit toujours, c'est le temple sur lequel, voilà, l'esprit va pouvoir effectuer son travail, si tu veux. Mais c'est tout. Hein. Mais en fait, la réalité, c'est quand tu trouves cette chose en toi, à ce moment-là, la question ne se pose même plus. C'est une évidence. Tout devient un, c'est clair. Alors, est-ce qu'il est facile, possible, de garder tout le temps cela, entre guillemets, à l'esprit, si je puis dire? Parce que là, il s'agit... Est-ce qu'on peut parler d'état intérieur? Oui, mais quand tu vas te coucher la nuit, il faut que tu dormes. Tu ne vas pas essayer de rester allumé toute la nuit pour ensuite être extrêmement fatigué. Donc c'est pas tout à fait comme ça, tu vois. Mais quand tu dors, quelque chose en toi sait. Mais au niveau ton mental, lui, est en repos. Enfin, normalement, si tu fais des rêves, bon, voilà, des cauchemars. Mais tu dois te lâcher, c'est lâcher. Et la vérité, c'est que le matin, logiquement, tu te réveilles et tu es toujours en vie. Tu comprends? Oui. Alors, c'est simple et difficile à la fois. d'ailleurs, autre aphorisme, tout ce qui se produit dans notre vie, tout ce qui est extérieur à nous, n'est qu'une projection de nos programmes, une illusion. Oui. Tout ce qui se produit, non seulement peut-être nous l'avons voulu, ça c'est possible aussi, mais c'est une sorte d'hologramme, si tu veux. Voilà.
Donc, La matrice. mais oui, toujours pareil. Et donc, voilà, ça ne pouvait pas ne pas se produire, ça ne pouvait pas, ceci, cela. C'est pour ça que ça m'énerve un peu certaines questions. Mais si Dieu était si bon que ça, il n'y aurait pas les enfants qui meurent, tout ça. Mais les questions ne peuvent pas se poser comme ça, ne peuvent pas se poser de cette manière, tu vois. Donc c'est un hologramme. Donc tout ce que tu vis fait partie de ton éventail holographique, tu vois.